Bonsoir et bienvenue dans le 18h politique, votre rendez-vous politique de la semaine. Et bonsoir à vous, Françoise Verchères. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Pour ceux qui ne vous connaissent pas, voici votre carte d'identité. Vous avez 60 ans, vous étiez enseignante avant d'être élue maire de Bouguenais, puis conseillère générale. D'abord membre du Parti socialiste, vous êtes aujourd'hui membre du Parti de gauche, vous n'avez plus de mandat d'élu et vous vous consacrez désormais pleinement au combat contre l'aéroport de Notre-Dame-des-Landes en tant que coprésidente du CDPA, le collectif des élus doutant de la pertinence de ce projet. Vous venez d'écrire un ouvrage d'une petite centaine de pages qu'on trouve seulement sur Internet pour l'instant, puisqu'il sera publié en version papier à la fin du mois, je crois. Oui. Un ouvrage où vous décrivez ce projet d'aéroport comme un mensonge d'État. On va vous parler de votre point de vue et de l'actualité de ce projet. Mais avant cela, l'actualité politique de la semaine, c'est tout d'abord le remaniement du gouvernement qui se prépare. Il devrait être annoncé dans les tout prochains jours. RTL nous annonçait hier soir que Jean-Marc Ayrault pourrait réintégrer ce nouveau gouvernement. L'ancien Premier ministre pourrait se voir confier les affaires étrangères. Sur Facebook, Xavier propose ironiquement le ministère des aéroports. Michael, lui, se moque des commentaires qui ont été faits à ce moment-là. Jean-Marc Ayrault pressenti au Quai d'Orsay car il parle allemand. Avec le permis de conduire, on peut donc être ministre des Transports, demande-t-il. Plus sérieusement, Jocelyn Bureau note que Jean-Marc Ayrault n'a plus de suppléant à l'Assemblée nationale depuis le décès de Jean-Pierre Fougerat. Sa nomination entraînerait donc une élection législative partielle. Et vous, Françoise Verchères, Oui. son retour au gouvernement, ça vous surprendrait ? Plus grand-chose ne peut me surprendre de ça la vous a part étonné, de ce gouvernement. Oui, ça m'a fait plutôt rire parce ouais. que je trouve ça assez curieux après avoir été Premier ministre de revenir effectivement comme ministre. Mais visiblement, il voulait le perchoir, il ne l'a pas eu parce que Bartolone n'a pas été élu. Moi, j'avais suggéré perchoir, la présidence de l'Assemblée nationale. J'avais suggéré qu'on l'envoie au Vatican parce que je crois qu'il y avait un petit problème avec celui qu'on avait nommé comme ambassadeur au Vatican. Mais bon, visiblement, je n'ai pas été entendue là-haut. Alors. Il faut lui trouver une place, sans doute. Nicolas Hulot, pour sa part, a refusé sa nomination au ministère de l'écologie. Il l'a annoncé cet après-midi. Vous êtes déçu, vous comprenez ? Je comprends qu'il ne veuille pas forcément y aller s'il n'a pas des garanties sur un certain nombre de dossiers. Et pas seulement l'aéroport, je ne pense pas qu'à l'aéroport, mais il y a la question des pesticides, il y a la question des boues rouges, il y a beaucoup de questions liées à l'environnement. Donc je comprends que Nicolas Hulot n'ait pas envie de servir de potiche. Également dans l'actualité cette semaine, l'élection de Dominique Raimbourg à la tête de la commission des lois de l'Assemblée nationale en remplacement du nouveau garde des Sceaux, Jean-Jacques Urvoas. Le député socialiste sera d'ailleurs notre invité le 25 février. Et puis l'actualité qui a provoqué beaucoup de réactions sur les réseaux sociaux cette semaine, c'est l'humour provocateur d'Éric et Ramzy qui ont vivement critiqué Saint-Nazaire sur Canal+, flippant, horrible, sinistre. Le compte officiel de la mairie leur a répondu sur Twitter en leur disant qu'il n'y avait pas que des salles de cinéma à Saint-Nazaire, avec le hashtag Seconde Chance et de belles photos du front de mer. Mais une fois encore, c'est le dossier de Notre-Dame-des-Landes qui a encore provoqué beaucoup de réactions cette semaine, avec Ségolène Royal, qui a pris le contre-pied de Valls, comme dit Ouest France. La ministre de l'écologie exclut toute évacuation de la ZAD par la force et veut étudier les solutions alternatives. Royal vient semer le trouble, titre Presse Océan. Une annonce saluée par l'ACIPA et leur avocat sur Facebook, Erwan Lemoigne, évoque l'atermoiement du gouvernement et la clarté de Madame Royal. Le groupe de la droite et du centre au département dénonce pour sa part de nouvelles provocations et les élus se fâchent. À l'Assemblée nationale, la députée PS Marie-Françoise Clergeau a interpellé la ministre sans succès. Finalement, la phrase rassurante pour les partisans du projet, c'est Jean-Marie Le Guen qui l'a prononcée devant les sénateurs. Le secrétaire d'État aux relations avec le Parlement promet que les travaux commenceront à l'automne prochain, mais des ailes pour l'Ouest a du mal à y croire. Bon, cette fois, c'est sûr, demande l'association. Et vous, Françoise Verchères, avez-vous réussi à décrypter le vrai du faux dans toutes ces déclarations cette semaine ? Décrypter, c'est compliqué. Moi, je crois que Ségolène Royal est la seule qui tienne des propos à peu près lucides, c'est-à-dire qu'elle se rend compte qu'il y a un blocage, elle sait qu'il y a des obstacles majeurs à ce projet d'aéroport, notamment du point de vue de son ministère, puisque les scientifiques disent qu'il ne faut pas détruire ce bocage. Il y a donc des problèmes d'espèces protégées, il y a des problèmes de zones humides.
qu'on fait mine de découvrir maintenant, ou plutôt que les promoteurs du projet ne veulent pas regarder. Donc elle a raison de dire que compte tenu de la mobilisation très forte qui ne faiblit pas, vous le savez bien, on ne peut pas envisager une évacuation par la force, sauf à vouloir la guerre civile. Je crois qu'on a autre chose à faire, honnêtement, dans ce pays. Donc vous pensez que l'évacuation ne pourra pas se faire à l'automne ou avant l'automne comme c'est annoncé? Écoutez, moi je ne lis pas dans le marc de café, mais je pense qu'il est temps de sortir de cette impasse. Je ne comprends pas qu'il y ait cette obstination déraisonnable alors que tout devrait pousser à ce que l'on trouve une solution intelligente à ce problème. Et lorsqu'elle parle de solutions alternatives, ça pourrait être quoi? Alors, je pense qu'elle envisage, et elle n'a pas tort, nous l'avions évoqué nous aussi, d'une part l'optimisation de Nantes Atlantique, et là il y a tout un travail qui a été fait qui prouve que l'on peut garder cet aéroport en le modernisant et en l'optimisant, mais on peut aussi le mettre en réseau avec Rennes. On ne cesse de nous parler du rapprochement Nantes-Rennes. Eh bien, allons-y. Il y a 2 aéroports qui seraient gérés par le même gestionnaire, Vinci. Eh bien, ils pourraient tout à fait se compléter intelligemment. Donc, on fait avec ce qui existe, on optimise ce qui existe, on crée du travail tout de suite et on sort de cette impasse. Notre-Dame-des-Landes, la fabrication d'un mensonge d'État, c'est donc le titre de votre ouvrage qui n'existe donc, je le rappelle, qu'en version numérique pour l'instant. Éric Chalmel le publie sur son blog et parle d'un livre court, brillant et percutant qui a le mérite de replacer le conflit en perspective, utile pour ceux qui n'y comprennent pas grand-chose. Après toutes ces années, vous pensez que ce projet est méconnu, finalement ? Oui, ce que j'ai voulu faire, c'est un angle d'attaque très particulier. J'ai essayé de montrer comment on peut se retrouver dans une telle impasse tout en ayant, soi-disant, respecté toutes les procédures, puisque c'est l'argument qui nous est servi à l'envi. Les procédures ont été respectées, débat public, enquête publique, etc., etc. Et donc maintenant, il ne devrait plus y avoir d'obstacles. Et les opposants sont des méchants qui refusent l'état de droit. Et en fait, en décortiquant les procédures elles-mêmes du débat public à la française, j'essaie de montrer, à partir de cet exemple de Notre-Dame-des-Landes, mais il y en a d'autres qui pourraient tout à fait servir aussi de modèle, que les procédures sont faites en réalité pour valider des projets qui ont déjà été décidés. Et que ce qu'on appelle la démocratie participative est en fait extrêmement superficielle dans notre pays. Est-ce qu'il y a eu une forme de désinformation tout au long de cette procédure, d'un côté et peut-être aussi de l'autre ? Alors écoutez, nous en tout cas, puisque je suis d'un côté, clairement... Oui, mais c'est quand même compliqué d'avoir la vérité sur ce dossier. Mais non, ça n'est pas très compliqué. Enfin, il y a des choses qui ne devraient plus être débattues. Par exemple, le fait que l'aéroport actuel menace le lac de Grandlieu. Ça, c'est une contre-vérité. C'est comme si vous disiez que le soleil tourne autour de la Terre. Voilà, c'est peut-être l'impression qu'on en a, tout un chacun a cette impression-là, mais normalement, quand on a été à l'école, on a appris que c'est l'inverse, la réalité. Donc, par exemple, cet argument du lac de Grandlieu devrait ne plus être servi. De même que la saturation soi-disant de l'aéroport, n'existe pas. Elle n'existe que si on la laisse s'installer. On n'agrandit pas l'aérogare, donc effectivement, on est à l'étroit. Voilà, donc normalement, on devrait réussir à faire la part de ce qui est la réalité, la vérité, et ensuite des choix de développement, d'aménagement du territoire qui relèvent de l'opinion. Et ce que je trouve terrible dans ce projet, c'est que tout continue à être mélangé. Le faux du vrai, la croyance de la vérité, etc. C'est épouvantable. Le projet, depuis ces dernières années, a fait l'objet de multiples consultations. Il y a eu une enquête d'utilité publique, par exemple. Comment pouvez-vous expliquer qu'on ait tronqué le résultat de toutes ces consultations ? Comment vous expliquez ça ? Mais lisez ce que j'écris. Oui, je l'ai lu, mais expliquez-nous. Alors, je vous explique. En fait, le pouvoir ne se partage pas, et le pouvoir politique encore moins que les autres. Donc, on donne l'apparence que l'on va questionner le public, mais on le questionne sur la superficie des choses. En gros, vous allez avoir le droit de choisir la couleur de la peinture de l'aérogare. Mais quant à vous de questionner sur le besoin réel de l'aéroport, non. Ça n'est pas ça, la démocratie participative telle qu'elle est organisée. C'était sur les détails de mise en place. Alors, on parle des détails. Est-ce qu'on peut déplacer un petit peu la route par-ci, un petit peu par-là ? Mais sur le fond lui-même du projet, on refuse forcément la contre-expertise des citoyens. Et pire, plus grave, on n'est pas dans la transparence. C'est-à-dire que tous les textes officiels disent que tout doit être transparent, les chiffres, les données, les études, et la réalité n'est pas cela. La preuve, c'est que nous nous battons depuis 2006
2007 pour obtenir l'étude qui, soi-disant, justifie économiquement le projet. Donc vous nous dites que l'État, c'est-à-dire l'État a menti, c'est-à-dire toutes les structures de l'État. Ça fait écho à un discours qu'on entend aussi parfois du tous pourris. Vous vous rendez compte que ça renvoie à cette image-là? Je me rends d'autant plus compte que c'est pour moi un drame. Quand je dis que c'est pour moi dramatique, ce dossier, c'est parce qu'effectivement, en le creusant, je me suis aperçue que c'était une sorte de faillite intellectuelle, d'abord, parce qu'effectivement, on n'est pas dans la recherche de la vérité, on est dans autre chose. Et c'est une sorte de faillite morale, puisqu'effectivement, au bout d'un moment, les décideurs n'arrivent plus ni à reculer quand on leur montre qu'il y a une erreur, ni même à accepter d'ouvrir le dossier. C'est ça qui est stupéfiant. Et effectivement, c'est pour moi dramatique, alors que j'ai passé la plus grande partie de ma vie à m'engager en politique, à parler de l'intérêt général, à expliquer à mes concitoyens que les intérêts particuliers doivent céder devant l'intérêt général. Et aujourd'hui, je n'hésite pas à dire que sur ces projets-là, il y en a d'autres par rapport à celui de Notre-Dame-des-Landes, ça n'est pas l'intérêt général. Ça n'est pas l'intérêt général. Alors certaines personnes sont pointées du doigt. J'en ai pris un exemple. C'est Bernard Egelstine, qui était le préfet qui a signé la déclaration d'utilité publique. C'était en 2008. Et vous indiquez que son épouse siégeait alors au Conseil d'État comme présidente de la section des travaux publics. Pour bien comprendre, vous insinuez qu'il n'a pas été objectif dans ce dossier en fonction du poste qu'occupait son épouse? Non, alors, non. Les phrases sont mises côte à côte. Tout à fait. On regarde effectivement qui sont les gens. Et vous savez bien qu'il y a au plus haut niveau de l'État une forme de consanguinité désormais entre le monde politique, le monde économique, les hauts fonctionnaires qui passent du privé au public, ce qui est, paraît-il, légal, mais qui pose des tas de questions déontologiques. Que M. Egelstine, qui a signé la déclaration d'utilité publique, soit ensuite embauché par Vinci, me pose question en tant que citoyenne. C'est légal, oui. Mais ça me pose question. Qu'aujourd'hui, dans les cabinets ministériels, il y ait des gens qui aient travaillé, comme le conseiller de Manuel Valls, Loïc Rocard, qui a travaillé à Cofiroute et à Vinci, que M. Nothbert, qui est le patron de Vinci Concessions, ait été chef de cabinet de Guesso, ministre des Transports. Tout ça montre qu'il y a une forme de consanguinité. Et effectivement, cela ne peut que créer le doute légitime sur l'objectivité des décisions. Alors, c'est cela qui est problématique. Quand il y a un souci comme ça, que ce soit avec l'État ou d'autres, on s'adresse à la justice. La justice ne peut pas vous aider. Alors, j'ai remarqué aussi... Si vous avez ces convictions-là, pourquoi n'avez-vous pas porté l'affaire en justice? Mais nous sommes allés en justice. Oui, nous sommes allés en justice. Mais ça ne sert à rien. Mais non. Alors d'abord, la justice est parfois impuissante puisque les recours, par exemple, ne sont pas suspensifs. C'est-à-dire que si on respecte le cadre juridique français, vous pouvez porter un recours, vous pouvez même gagner, et pendant ce temps-là, les travaux se font. Il y a des exemples célèbres. Il y a l'université de Paris 7 à Paris qui a été construite et dont le permis a été annulé 2 ans après la fin du chantier. Bon, donc ça déjà, c'est un dysfonctionnement. Cet aéroport serait déjà en travaux s'il n'y avait pas eu une résistance sur le terrain. Donc les procédures françaises sont problématiques. Et par ailleurs, la justice, notamment sur la question de l'environnement, j'en parle dans le livre, est assez extraordinaire, puisque le rapporteur public a dit en gros, oui c'est vrai, le rapport scientifique est catastrophique, en gros, les scientifiques disent que ça ne va pas marcher, mais bon, rien ne nous oblige à suivre l'avis des scientifiques, ce qui est sans doute vrai en termes strictement légaux, et il nous a même dit, eh bien si ça ne marche pas, les compensations, quand l'aéroport sera construit, vous reviendrez devant la justice. Enfin, on marche sur la tête. Alors ce livre-là sera donc paraîtra 28 vers février. Le 16 février, à partir du 16 février, donc version papier. Tout à fait. C'est votre dernier grand combat politique? Oui, j'aurais préféré que cela s'arrête, vraiment, très honnêtement. Qu'est-ce que ça vous a appris, personnellement? Eh bien, alors personnellement, je trouve que ce combat, mené par des gens extraordinaires, tous très différents, m'a appris que heureusement qu'il y a des citoyens dans ce pays, parce que ce n'est pas les politiques qui devraient être aux manettes, je vous le dis, ce sont vraiment les citoyens qui sont engagés dans ce combat, sont formidables de richesse, de diversité, de compétences. Et une bonne fois pour toutes, il faudrait qu'on écoute les compétences des citoyens.
Merci Françoise Verchères, merci à toute l'équipe, merci de nous avoir suivis. On se retrouve désormais dans 2 semaines, puisque nous allons prendre quelques congés. Très bonne semaine sur Télé Nantes, à bientôt.